Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie d'être de retour parmi les caméliens pour vous parler de l'hyperéosinophilie. Alors, très rapidement, on va faire juste un petit point sur la physiopathie pour que vous puissiez comprendre deux, trois petites choses. Donc, l'éosinophile, c'est une cellule issue de la cellule souche myéloïde qui, après sa maturation dans la moelle, passe dans le sang, mais elle n'y reste que vraiment quelques heures. Donc, quand nous, on a une prise de sang, c'est une éosinophilie qui reflète les dernières heures. Elle reste 6 à 18 heures dans le sang, puis après, elle va dans ses tissus cibles, qui sont la peau, le cœur, le tube digestif, et le poumon et le système nerveux. L'éosinophile, il a une dualité dans ses fonctions, c'est-à-dire qu'il a une fonction antiparasitaire que vous connaissez bien et une fonction antitumorale. La dualité, c'est que quand elle stagne trop dans les tissus cibles ou quand elle dégranule trop, quand l'éosinophile dégranule trop, il devient toxique pour l'hôte et il s'attaque à la cellule de l'hôte dans les tissus cibles que sont la peau, le poumon, le cœur, le tube digestif et le système nerveux. Tout ça se fait sous l'action de l'IL-5 qui est une cytokine qui va favoriser la dégranulation de l'éosinophile, qui va libérer ses médiateurs pro-inflammatoires et cytotoxiques. Pour confirmer une éosinophilie, il est systématique et primordial d'avoir un deuxième prélèvement à 1 mois d'intervalle. On ne peut pas parler d'hyperéosinophilie tant qu'on n'a pas un deuxième prélèvement à 1 mois. Et donc, juste 2-3 petites définitions. On parle d'éosinophilie sanguine quand on est en dessous de 1500 par millimètre cube et d'hyperéosinophilie majeure quand on arrive au-delà de 1500 par millimètre cube, sachant que la normale inférieure, c'est 500. Le syndrome hyperéosinophilique, on en parlera un tout petit peu après, c'est quand on a une persistance de l'hyperéosinophilie avec une atteinte de l'organe cible, je ne reprends pas la peau, le cœur, le poumon, etc. Quand on a 2 prélèvements à 1 mois d'intervalle, on est donc devant une hyperéosinophilie chronique. Et là, on a plusieurs causes à cette hyperéosinophilie chronique. Elles sont dans la plupart des cas secondaires ou réactionnelles, on verra après. Elles peuvent être clonales quand on a une expansion d'un clone qui sécrète des polynucléaires éosinophiles. Et elle peut aussi être de signification indéterminée quand on ne retrouve pas la cause. Voilà. L'hyperéosinophilie familiale, je ne vous en parle pas parce que c'est extrêmement rare. L'atteinte tissulaire, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'elle n'est absolument pas proportionnelle à votre taux en valeur absolue d'éosinophiles sur votre prise de sang. C'est-à-dire qu'une éosinophilie à 200 000 mm3 peut n'être à l'origine d'aucune symptomatologie. Et à l'inverse, 2000 éosinophiles dans la prise de sang peuvent être à l'origine de symptomatologies cutanées, digestives, pulmonaires, etc. Parce que ce qui compte, c'est l'activation des éosinophiles dans les tissus cibles. Leur dégranulation, c'est ça qui est à l'origine de la symptomatologie et pas du tout leur taux en valeur absolue. Alors, on va voir d'abord dans un premier temps sur les hyperéosinophilies les causes les plus fréquentes. Donc dans la question quelles étaient les causes les plus fréquentes, vous avez répondu en majorité les parasitoses, ce qui est très vrai. Les médicaments aussi, les hémopathies bien sûr. Le palu est pas bon. Le paludisme ne donne jamais d'hyperéosinophilie. S'il y a une hyperéosinophilie et un palu, c'est qu'il y a autre chose en plus. Donc il faudra chercher. Et les plus fréquentes, c'est parasitose, médicaments et hémopathie. Après, le VIH, l'insuffisance surrénale et la tuberculose, ça donne des hyperéosinophilies de manière un peu variable avec des taux très variables. L'atopie, elle, est aussi fréquemment responsable d'une hyperéosinophilie. En revanche, ça ne dépasse jamais 1000 par millimètre cube. Donc, une fois de plus, quand on a une atopie, il faut chercher autre chose pour expliquer une hyperéosinophilie. Alors, donc, dans les causes fréquentes, on différencie les causes des éosinophilies seulement, donc inférieures à 1500, et les hyperéosinophilies majeures. Quand on est inférieur à 1500, c'est l'atopie, donc ces remis-là, jamais supérieur à 1000. Bien sûr, les parasitoses. Sans cycle tissulaire, on verra les parasitoses avec un cycle tissulaire, c'est-à-dire qu'une gale, un ténia et les oxyons ne donnent jamais plus de 1500 éosinophiles sur votre prise de sang. Donc, voilà. Après, il faut connaître la tuberculose et le VIH à titre anecdotique, mais ce n'est pas ce qu'on retrouve le plus souvent. Ensuite, dans les causes les plus fréquentes. Donc, dans les causes les plus fréquentes, c'est bien sûr en premier les parasitoses. Les helminthes, surtout quand on revient de voyages en zone endémique dans les zones tropicales. Donc là, c'est ce qui est en rouge et en jaune sur la map monde. Il faut bien sûr, quand votre patient revient de voyage, s'intéresser un petit peu à la manière dont il a voyagé, est-ce qu'il s'est baigné en eau douce, est-ce qu'il a marché pieds nus, est-ce qu'il a mangé des aliments souillés, etc. Et en revanche, quand votre patient n'a pas voyagé, la parasitose responsable d'hyperéosinophilie la plus fréquente, c'est la toxocarose, d'autant plus qu'elle est absolument asymptomatique dans la plupart des cas. Donc là, je vous ai remis le paludisme qui ne donne pas d'hyperéosinophilie, de même que la leishmaniose et la miliase, mais il faut surtout retenir le palu. Alors, on va revoir un tout petit peu les différentes parasitoses, juste pour se remettre quelques idées au clair.
Donc la toxocarose, ça se transmet par ingestion d'aliments souillés par les déjections d'animaux domestiques. Le chien surtout, c'est la maladie des bacs à sable, hein, ça touche surtout les enfants. Et c'est dans la plupart des cas asymptomatique. Le diagnostic, il est assez simple, c'est la sérologie et ça rapporte beaucoup. Et il faut vraiment systématiquement y penser quand vous n'avez pas d'orientation diagnostique. Dans les autres auxquels vous pouvez penser, c'est la douve, la dystomatose hépatique, où on est infesté après ingestion de cressons sauvages, souillés lui aussi par des déjections. Et le tableau, il est essentiellement hépatique, avec soit des hépatites aiguës, soit des angiocolites. La trichinose, donc ça c'est chez vos malades qui mangent de la viande crue ou de la viande peu cuite, c'est surtout le sanglier, le porc, le cheval, toutes ces choses-là, donc c'est les tartares, tout ce qui va avec, qui vont donner des symptômes musculaires, essentiellement avec des myalgies, des crampes assez diffuses et des œdèmes qui se localisent surtout au niveau du visage et en périorbitaire. La miase, ça c'est un peu plus dans les milieux ruraux, c'est issu des élevages bovins, ça se transmet par la mouche. On en a aussi un peu des épidémies l'été pour les gens qui partent un peu à la campagne. Le diagnostic il se fait sur un aspect de pseudo-furonculose à l'inoculation de la mouche, donc c'est essentiellement sur les parties découvertes, le visage, les bras, les jambes, etc. Le diagnostic peut se faire sur le prélèvement cutané ou sur la sérologie. Après, quand votre patient revient de voyage, toutes les parasitoses qu'on a vues précédemment, elles sont valables aussi pour les gens qui voyagent, donc il faut ici y penser. Mais celles-ci sont spécifiques aux voyageurs, avec en tête de liste la filariose, qui se transmet par les arthropodes, donc c'est la piqûre d'un moustique, d'une mouche ou d'un taon. Ça donne des œdèmes un petit peu migrants, indurés, avec au stade très très évolué, mais qu'on ne voit pas du tout nous ici en France, ou très peu, c'est l'éléphantiasis. Ce que nous, on peut être amené à voir fréquemment, en revanche, bonjour, c'est la bilharziose. Donc voilà, ça c'est le classique bain en eau stagnante dans les pays en zone tropicale, où le parasite va remonter par les voies naturelles. Ça donne essentiellement des symptômes urinaires à type d'hématurie, microscopique ou macroscopique, et ça peut aussi donner des symptômes digestifs, sachant que ces symptômes peuvent apparaître 20 minutes après le bain infestant, donc ça peut être assez rapide. Et les sérologies, il faut les répéter parce que la séroconversion, elle peut être très longue. Donc si vous êtes persuadé ou vous avez une forte suspicion, il faut répéter les sérologies. L'anguillulose, c'est plutôt l'Afrique subsaharienne, c'est les patients qui marchent pieds nus, c'est une transmission par voie transcutanée. Et ça donne la dermatite rampante, le larvacurens, c'est une sorte d'urticaire de 10 cm à peu près qui se déplace sur la peau, qui est en fait en rapport avec la migration du parasite en sous-cutané. Voilà. Dans les autres causes fréquentes que vous avez évoquées à très juste titre, c'est les médicaments. Alors, les antibiotiques, bien sûr, ça on y pense systématiquement, surtout les bêta-lactamines. Après, il faut aussi ne pas oublier les antiépileptiques qui sont très pourvoyeurs d'hyperéosinophilie. Et après, je ne vais pas vous faire toute la liste, hein. C'est une liste qui est non exhaustive, il y en a énormément. La seule petite chose peut-être sur laquelle il faut faire un petit arrêt, c'est le DRESS. Donc c'est une réaction médicamenteuse qui survient 2 à 8 semaines après l'introduction d'un médicament, qui peut aller jusqu'à 6 mois après l'introduction de ce médicament. Donc il y a vraiment un délai qui peut être très long et qui associe l'hyperéosinophilie majeure, une atteinte cutanée systématique et une atteinte viscérale autre, donc cœur, poumon, système nerveux, tube digestif. Là, il y a un pronostic vital engagé, il faut les orienter vers les urgences assez rapidement. Dans les autres causes fréquentes, une fois de plus, il y a les cancers et les hémopathies. Les hémopathies, c'est surtout en lymphoïde la maladie de Hodgkin. Alors ça, c'est via la production d'IL-5 par le Claude Malin, c'est à titre informatif. Et les hémopathies myéloïdes, plutôt via des mutations génétiques au sein de la cellule souche myéloïde. Et dans les cancers solides, ça concerne plutôt l'adénocarcinome pulmonaire et digestif. Mais malheureusement, c'est souvent de mauvais pronostics parce qu'on observe surtout l'hyperéosinophilie à des stades métastatiques. Voilà. Pour information, dans les autres causes infectieuses non parasitaires, il y a les hépatites virales, le CMV, le BV. Le VIH aussi peut donner aussi bien des hyperéosinophilies mineures que majeures. Après, on a les étiologies plus rares, où ça, il faut surtout s'orienter sur les antécédents de votre malade et ce que vous avez à votre examen clinique. Donc, quand on a une atteinte cutanée avec une hyperéosinophilie, il y a 3 choses auxquelles il faut penser. C'est le lymphome T épidermotrope ou le syndrome de Sézary. C'est la première photo. Donc, cliniquement, vous avez une érythrodermie majeure de l'ensemble du tégument qui peut desquamer, qui est extrêmement prurigineuse.
Voilà. Comme c'est une hémopathie, ça s'inscrit dans un contexte d'altération de l'état général, d'adénopathie, d'organomégalie, etc. qu'il faut rechercher. Ça touche surtout les hommes après 60 ans. Après, vous avez la pemphigoïde bulleuse. Alors bien sûr, au stade bulleux, c'est facile de faire le diagnostic, hein, on a les bulles, donc ça ne pose pas trop de problème. Par contre, les stades pré-bulleux, qui peuvent être longs avant de sortir les bulles, ça peut être juste un prurite nu ou des lésions pseudo-urticariennes, un petit peu excoriantes, très très prurigineuses. Et ça, par contre, ça touche plutôt le sujet âgé. C'est au-delà de 70-80 ans, donc il faut l'évoquer chez vos sujets gériatriques. Et ensuite, il y a la mastocytose qui touche plutôt le sujet autour de 50 ans, qui en fait est aussi une hémopathie. Et cliniquement, sur le plan cutané, vous avez des éruptions érythémato-papuleuses, urticariantes, mais qui vont prendre une teinte brun-rouge et qui sont très fugaces, qui peuvent apparaître, disparaître, réapparaître, disparaître sans qu'on ait de facteur déclenchant particulier et qui donnent cet aspect-là cliniquement. Donc il faut y penser. Dans les autres causes rares avec des hyperéosinophilies majeures, bien sûr, vous avez la vascularite de Churg-Strauss. Ça, il faut y penser quand vous avez une atteinte ORL avec des patients qui ont des sinusites ou des croûtes dans le nez de manière chronique qui ont de l'asthme. Il y a sur le plan digestif les maladies inflammatoires de l'intestin, la maladie cœliaque. Ça, vous l'avez souvent dans les antécédents. Il faut y penser aussi dans les autres pathologies inflammatoires, notamment la polyarthrite rhumatoïde peut s'associer avec une hyperéosinophilie et la maladie des emboles de cholestérol, essentiellement après une intervention endovasculaire ou l'introduction d'une anticoagulation, avec des nécroses distales qui se localisent essentiellement aux orteils. Donc rapidement, comme je vous avais dit, le syndrome hyperéosinophilique, c'est la persistance d'une hyperéosinophilie à plus de 1500 au-delà de 6 mois, sans étiologie retrouvée et avec l'atteinte d'un organe cible. Ce sont principalement des hémopathies, donc je ne vais pas revenir dessus, c'est des choses qui sont très rares et qui se suivent en centre spécialisé. Donc vous avez le SHE myéloprolifératif, lymphoprolifératif ou, dans la majeure partie des cas, idiopathique sans cause retrouvée. Alors, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on est devant une hyperéosinophilie au cabinet, qu'on l'a recontrôlée à 1 mois, qu'on en est persuadé? Bien sûr, il y a le rôle de votre interrogatoire, rechercher un voyage, les modalités du voyage, aussi savoir un peu le mode de vie de vos patients, les éleveurs, la consommation de viande, etc. L'enquête médicamenteuse, donc ça c'est primordial, il faut surtout s'acharner à essayer de trouver de l'automédication, des antibiotiques en automédication, ce genre de choses. Et après, votre examen clinique, il doit s'axer sur la recherche de signes secondaires à l'hyperéosinophilie. Donc sur le plan cutané, ça peut donner tout et n'importe quoi, comme ce qu'on a vu. Sur le plan pulmonaire, c'est surtout de la dyspnée, des dyspnées asthmatiformes, des sibilants, de la toux. Sur le plan digestif, c'est de la diarrhée. Sur le plan cardiologique, ça donne surtout des troubles du rythme et des palpitations qu'il faut rechercher aussi. Et sur le plan neurologique, ça peut donner des paresthésies. Quand ça atteint le système nerveux périphérique en premier, c'est des paresthésies des membres inférieurs. Et après, pour vous orienter, chercher une altération de l'état général, un syndrome tumoral, etc. pour vous orienter vers les différentes causes. Ce que vous pouvez faire en première intention sur le plan des examens complémentaires, c'est bien sûr la parasitologie des selles, il faut qu'elle soit faite sur 3 jours consécutifs. La sérologie toxocarose, elle est systématique parce que ça rapporte beaucoup et que c'est très asymptomatique, donc il faut vraiment y penser. Toutes les autres sérologies parasitaires sont faites sur orientation clinique, le PP, les sérologies virales, voilà, donc ça c'est le bilan classique. Et dans le bilan du retentissement, il faut autant que possible avoir un ECG, une tropo, un BNP. Pour essayer voir si on a une atteinte cardiaque, qui est forcément l'atteinte qui conditionne le plus le pronostic vital. Donc, une fois qu'on a notre bilan de première intention, c'est le traitement parasitaire d'épreuve. Il est systématique tout le temps, toujours. Vous avez 2 formats, soit l'albendazole 15 mg kg en 2 prises, soit l'ivermectine en dose unique associée au fluvermal 100 mg avec une nouvelle dose répétée à 15 jours d'intervalle. Ça, c'est systématique après votre bilan. Et vous recontrôlez votre numération à 1 à 2 mois après votre traitement d'épreuve. Si jamais l'hyperéosinophilie persiste, là on rentre dans tout ce qui est bilan de seconde intention que vous pouvez faire, que vous pouvez débuter en ville avec le bilan auto-immun, la recherche d'arguments pour une mastocytose avec la tryptase, les IgE totales, etc. Le scanner thoraco-abdominaux-pelvien pour rechercher notamment une atteinte pulmonaire qui peut être asymptomatique.
rechercher si vous avez une hémopathie profonde qu'on n'aurait pas diagnostiquée à l'examen clinique. Voilà. Après, les autres examens se font en centre spécialisé, notamment le myélogramme et le karyotype, mais ça, c'est pour les syndromes hyper et eosinophiliques. Donc, dans les principaux messages à retenir, le contrôle se fait à 1 mois de manière systématique avant de parler d'hyperéosinophilie. Qu'il faut, dans les principales causes, avoir toujours en tête les causes parasitaires, médicamenteuses, et tumorales, hémopathiques. Ça, c'est les principales causes d'hyperéosinophilie réactionnelle. La sérologie toxocarose, elle la rapporte souvent, donc il ne faut vraiment pas hésiter à la faire. Et que le traitement des preuves, il est systématique avant d'envisager un bilan de seconde intention ou de l'adresser en centre spécialisé. Voilà. Une autre.